Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, le son passe très bien. Ravi de vous accueillir ce soir dans ce superbe site du phare de Palavas-les-Flots pour une nouvelle soirée. Une soirée préparée par Fabrice Baila et l'ensemble de l'équipe de Baila Private Equity. Fabrice, merci et bravo pour cette deuxième édition, parce que j'ai senti qu'il y a déjà des progrès par rapport à la précédente. Deux questions pour entamer, parce qu'on a plusieurs séquences à vous proposer pour rentrer davantage dans l'univers de Baila Private Equity. Déjà, pourquoi une deuxième soirée? Parce que tout le monde avait bien mangé, bien bu l'année dernière, et un certain nombre de personnes présentes nous avaient demandé si on le refaisait. Et du coup, on s'est plié un petit peu à l'exercice. Et finalement, c'est pas plus mal, que ça permet de rendre des comptes au moins une fois par an aux principaux investisseurs de l'ensemble de nos activités, mais principalement de Financière Immo Partners. À ce propos d'investisseurs, donnez une idée de qui est dans la salle, pas par ordre alphabétique, mais d'un point de vue de la typologie de la centaine de participants rassemblés ce soir. 80%, c'est des investisseurs de Financière Immo Partners. Et ensuite, c'est quelques amis, quelques proches qui s'intéressent quand même au secteur de l'immobilier ou du placement obligataire immobilier. On va rester ensemble jusqu'à à peu près 21h dans cet amphi à vous parler de plein de choses vécues par Baila Private Equity, mais également par des acteurs, par l'écosystème finalement de ton entreprise. Puis ensuite, il y a un moment de convivialité qui vous sera proposé au sommet de ce phare. Commençons, allez, rentrons dans le dur pour que tu nous dises, c'est quoi finalement Baila Private Equity d'un point de vue des activités, du champ d'activité, parce qu'on vous connaît parfois avec des noms un petit peu différents d'un point de vue des entreprises. C'est vrai qu'en fonction des interlocuteurs, on peut nous connaître au travers de différents noms de sociétés. Donc Baila Private Equity, c'est une holding d'investissement, et on a créé des filiales en fonction d'activités différentes. Donc PME Invest, c'est la société qu'on avait créée initialement il y a un peu plus de 20 ans, puisque c'était en 2001. C'était une société de conseil en levée de fonds, donc on accompagnait les entreprises dans la recherche de fonds. Et quelques années plus tard, en 2014, on a lancé un modèle de financement d'opérateurs immobiliers. Donc on s'est spécialisé sur les opérateurs immobiliers. C'est des placements qu'on a fait au travers de Baila Private Equity. Et à partir de 2010 à peu près, on a créé une structure dédiée à cette activité-là, qui est Financière Immo Partners. Donc voilà, qui est la société d'investissement que la plupart d'entre vous ici connaissent, qui est une société d'investissement en obligations immobilières. Voilà. Donc on a également une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Wiximo, qui est une activité plus faible parce que c'est pas notre cœur de métier, mais qui peut répondre à des investisseurs qui ont des sommes beaucoup plus modestes à investir. Donc du coup, on a cet outil de placement dans nos activités. Je vais un peu vite parce que la soirée est longue. Donc ensuite, on a Financière de transactions immobilières, qui est une activité qui est assez proche de Financière Immo Partners. Ça a la seule différence, c'est qu'au lieu de prêter des fonds aux opérateurs immobiliers, on va acheter l'actif à leur place et le porter pour eux. Ça s'appelle du portage foncier. Le porter pour eux pour des raisons souvent fiscales liées à leur façon de commercialiser. Mais bon, il peut y avoir d'autres raisons de garantie, de choix stratégiques. Voilà, c'est un outil supplémentaire. On a la foncière des entrepreneurs, dont on avait parlé rapidement l'année dernière, qu'on a démarré sans pour l'instant proposer aux investisseurs d'y participer financièrement, parce qu'on a voulu démarrer la machine avant de vous proposer, avant de proposer à certaines personnes d'y souscrire. Donc ça sera fait très prochainement. Et là, on a une activité vraiment de foncière, c'est-à-dire qu'on est propriétaire de locaux professionnels, avec parfois un effet de levier avec une banque, parfois sans banque. Et cette foncière permet également de cofinancer des propriétaires occupants, des entrepreneurs qui voudraient acheter des locaux et qui n'ont pas forcément suffisamment de capitaux pour le faire. Donc nous, on veut être là aussi pour les aider à acheter leurs locaux. Et récemment, on a lancé aussi, on a lancé une activité de copromotion, c'est-à-dire qu'on n'est pas promoteur, on n'est pas opérateur immobilier. Par contre, on s'est aperçu que dans les opérateurs qu'on finançait, parfois ils avaient besoin de partager un peu plus le risque de l'opération. Et donc, on a lancé une société qui s'appelle CRS,
qui permet ponctuellement, 2-3 fois par an, de venir participer dans le risque de l'opération avec l'opérateur. Voilà. Donc aujourd'hui, ça constitue les 6 principales activités de Baila Private Equity. Et un ensemble de solutions d'investissement dans l'immobilier, mais maîtrisées par une seule et même équipe que tu pilotes. C'est ça. Donc pour faire tout ça, on est 60. Non, c'est pas vrai, on est 6. Voilà. On est juste en 2024, c'est tout, il suffit d'attendre un petit peu. On est 6 et pour l'instant, ça nous va très bien d'être une équipe, on va dire, assez modeste en taille, parce que ça nous permet vraiment de communiquer en permanence et d'être tous plus ou moins au courant de tout ce qui se passe. Eh bien, cette équipe, je vous propose de la voir en vrai. Je vais leur demander de nous rejoindre quelques instants sur scène. Stéphane Prat, Daniel Vallée, Karen Valus, Selim Djelassi et Lionel Papin. Allez, oh là là, sous les applaudissements. C'est important d'avoir des visages parce qu'il y a une dimension humaine que j'ai découverte en préparant cette soirée qui est assez prégnante dans la démarche et la volonté de ton entreprise. Ça se sent vraiment, ça se sent et c'est très très fort. Allez, on va commencer par les dames. Karen, pour en fait vous connaître un petit peu, la question que je vous pose collectivement, c'est de raconter, de façon assez courte évidemment, mais votre vie d'avant Baila Private Equity, puis votre connexion, votre rôle chez Baila Private Equity. Ça va faire beaucoup, mais on va essayer de faire court. Donc bonsoir à tous. Je suis Karen Valus. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je connais Fabrice et 2 ans que je suis dans l'équipe. J'ai eu de nombreux métiers avant, de nombreuses casquettes. Donc on va faire très court. Le principal, c'est que j'ai collaboré à l'étranger, en Espagne, avec un promoteur constructeur. Donc voilà, mon expérience la plus importante est dans la promotion de la construction, le suivi de chantier. Et aujourd'hui, dans l'équipe, je fais le suivi des dossiers de portage. Voilà, ma principale étiquette. Lionel. Bonsoir à tous, je suis Lionel Papin. J'ai intégré l'équipe de Fabrice en 2021 en tant que responsable administratif et juridique. Auparavant, j'ai travaillé dans une assurance de construction, puis dans une banque et enfin chez un promoteur immobilier. Mon rôle au sein de l'entreprise est principalement de rédiger des contrats obligataires, des avenants ou encore des garanties. Des garanties comme des promesses d'affectation hypothécaire, des ordres irrévocables de paiement ou encore des nantissements de titres. Voilà, j'interviens aussi sur tout ce qui est création ainsi que modification de société. Daniel. Merci Lionel. Daniel. Mais bonsoir à tous. Daniel Vallée. Je suis le plus ancien et le plus ancien de l'équipe. Après une vingtaine d'années en cabinet d'expertise comptable, dont 10 de direction, j'ai rejoint en 2018 Fabrice et sa méthode de gérer les entreprises. Et ma mission au sein de cette équipe consiste tout simplement à mettre en place et à suivre la comptabilité de toutes les structures qu'on va vous présenter. Ceci, en général, sous 3 axes. Le premier, c'est celui de l'information financière, c'est-à-dire que tout au long de l'année, il faut établir les déclarations fiscales et sociales de la société, dont les fameuses flat tax, que certains d'entre vous connaissent bien. Et en fin d'année, l'établissement du bilan, l'alias, et également, pour certains d'entre vous, le fameux IFU, l'imprimé fiscal unique, que vous connaissez bien. Le deuxième pôle, c'est celui de la gestion et du contrôle. C'est-à-dire que cette comptabilité permet d'avoir des informations, mais des informations chiffrées. Ces informations chiffrées vont permettre de prendre des décisions et surtout aider à prendre des décisions sur le comité d'entreprise, le comité trimestriel qui se fait régulièrement. Et enfin, le troisième pôle, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, doit se faire sous certaines règles, des règles droit comptable, droit fiscal et droit social. Et tout ceci dans la joie et la bonne humeur. Bonsoir à tous, Selim Djelassi. Moi, je suis le dernier entrant. J'ai rejoint, avant de rejoindre Fabrice Baila, dans le domaine de la construction, j'ai été sur le terrain, puis entrepreneur, et à partir de 2007 et pendant 15 ans, j'ai été maître d'ouvrage dans la promotion immobilière, essentiellement en VFA. Et en parallèle de cela, j'ai été contractant généraliste sur des dossiers allant jusqu'à 160 lots.
Et j'ai rejoint l'équipe de Fabrice en début d'année pour gérer toute la partie technique et accompagner Karen dans la valorisation des actifs. Voilà. Merci, bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Pratt, comme vous le voyez. Alors moi j'ai un parcours un peu particulier. Je suis expert comptable de formation. Certains me connaissent. D'ailleurs, j'en vois certains dans la salle que je connais déjà, mais c'est pas grave, je vais me représenter. Expert comptable de formation, j'ai été manager, directeur commercial, et puis j'ai commencé l'immobilier il y a 20 ans. CGP, agence immobilière, financement, analyse d'opérations. Et j'ai rejoint Fabrice il y a à peu près 1 an en tant que directeur des investissements. Fabrice que je connais depuis 15 ans, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Et on a été associés par ailleurs. On a même été associés, oui, aussi. Oui, on se connaît bien. On se connaît très bien. Et donc j'instruis en fait, moi mon rôle c'est d'instruire tous les dossiers en fait entrants, les dossiers d'opération qui rentrent, et instruire sur la qualité de l'actif, bien entendu. Ensuite, évidemment, le suivi, la relation avec les opérateurs. Et puis, écoutez, ça fait 1 an presque que je suis avec cette équipe et je trouve que c'est une très belle équipe et je suis très content d'être avec vous ici ce soir. Merci beaucoup à vous de vous être prêté à ce jeu, de vous présenter, c'est important. Je vais vous inviter à rejoindre vos places, sauf Fabrice évidemment, et Stéphane également, puisque nous allons enchaîner sur une autre séquence. Merci pour eux, merci. On a plus qu'une idée de l'équipe, très important. La question évidemment que l'on va se poser, c'est où en est Bayla Private Equity d'un point de vue de ses chiffres, de l'activité. Oui. Fabrice. Alors l'année dernière, on vous avait présenté une carte de France évolutive, on va dire, entre 2014 et 2022, donc je ne vais pas vous refaire un slide par année. Donc on a le slide de l'année dernière où on présentait le nombre de dossiers qu'on a financés depuis 2014, qui était au nombre de 153 pour un peu plus de 56 millions d'euros. Fin 2023, on a financé 36 dossiers de plus, donc on était à 189 à fin décembre, donc là on a dépassé les 200 dossiers, et fin décembre du coup on était à 69 millions d'euros d'opérateurs immobiliers financés grâce à la collectivité des investisseurs, dont une grande partie est dans la salle. Ce que je vous avais présenté l'année dernière, c'était, parce que je ne veux pas vous assommer sur tous les chiffres de toutes les filiales, mais principalement sur Financière Immo Partners qui intéresse la plupart d'entre vous. Donc en 2022, on avait remboursé pour 7 600 000 euros de fonds aux investisseurs. En 2023, on a remboursé plus de 10 millions d'euros aux investisseurs. Donc, quand on dit qu'on a remboursé 10 millions d'euros, ça veut dire qu'il y a pour 10 millions d'euros d'opérations qui ont été terminées et où les opérateurs nous ont remboursé. Donc, on a une progression quand même assez intéressante malgré le contexte que vous présentera Stéphane après, le contexte économique et de l'immobilier. Donc, on a quand même remboursé plus de 30% de fonds en plus l'année dernière par rapport à 2022. Les encours, c'est le total des fonds confiés par les investisseurs pour pouvoir financer des opérations, ont progressé également de 14% l'année dernière pour passer de 21 millions à 24 millions. Chiffre important aussi, c'est le montant des intérêts qui ont été, donc ça c'est le bénéfice des investisseurs, le montant des intérêts qui ont été versés aux investisseurs. En 2022, il était de 928 000 euros. L'année dernière, on a versé 1 400 000 euros aux investisseurs, donc on a quand même une progression de 50% de bénéfices reversés aux investisseurs en plus de 2022, malgré le contexte économique, malgré le retard de certains dossiers, on en parlera un petit peu tout à l'heure, et les opérateurs effectivement sont depuis l'année dernière souvent en retard sur leurs opérations, mais les chiffres nous démontrent que les opérations sont remboursées, les intérêts sont versés et les plus perdants ne sont pas les investisseurs, c'est plutôt les opérateurs qui ont des marges qui s'amenuisent malheureusement par rapport au contexte actuel. Autre chiffre intéressant, c'est le bénéfice de la structure de Financière Immo Partners, qui, je le rappelle, est convenu depuis la création de la société de ne pas être distribué. Le bénéfice de l'année dernière est de 673 000 euros, donc en légère progression par rapport en 2022,
Mais ce qui veut dire une fois de plus que malgré le contexte, on arrive à dégager du bénéfice tous les ans. Ce bénéfice est déduction faite, enfin, est annoncé déduction faite des provisions qu'on a pu passer pour des dossiers qui peuvent être en difficulté. On en a 2 ou 3 qui ont des difficultés, donc on a déduit les provisions. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est de montrer le montant des fonds propres de Financière Immo Partners, qui était de 1 200 000 € fin 2022 et qui s'élève quasiment à 2 millions d'euros fin 2023. Et ces 2 millions d'euros permettent d'avoir un fonds de garantie en cas de difficulté sur des opérations en 2024, en 2025. Et au fil des années, on constitue comme ça un petit matelas qui permet de continuer à garantir le capital et les intérêts auprès des investisseurs, puisque depuis 10 ans et 200 opérations, on a toujours remboursé 100% du capital et versé 100% des intérêts aux investisseurs, malgré le mauvais temps parfois qui peut passer par là. Il paraît qu'il peut y avoir du mauvais temps. Applaudissements évidents parce que on sent une certaine performance finalement dans ces chiffres. On sent une certaine performance finalement dans ces chiffres que tu présentes. Et ce que l'on va faire là, c'est descendre sous le capot finalement de la voiture pour comprendre en quoi le modèle de Bayla Private Equity a quelque chose de singulier dans cet univers de l'investissement immobilier. Stéphane, tu vas nous expliquer ça. Alors, effectivement, la question qu'on peut se poser lorsqu'on décide d'investir à travers un placement financier, mais avec un sous-jacent immobilier, c'est comment faire. Alors, une première solution, c'est plus classiquement les anciens fonds type SCPI, les fonds immobiliers que vous connaissez tous, que les banques peuvent vous proposer, où vous avez évidemment des avantages et des inconvénients, on les a listés. Alors, les inconvénients, évidemment, c'est des frais d'entrée, des frais de sortie, c'est des frais de gestion annuels, avec par contre un avantage qui est la dilution du risque au travers de la mutualisation des fonds. Ça, je pense que c'est assez clair. Deuxième solution, c'est le crowdfunding immobilier, ou le club deal aussi. Là, il y a des avantages et des inconvénients, toujours pareil. Pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de gestion. En revanche, il y a une prise de risque en capital et en liquidité sur l'opération choisie. Et puis, il y a Financière Immo Partners, qui est un modèle hybride et qui regroupe les avantages de ces 2 premières solutions, c'est-à-dire pas de frais d'entrée ni de sortie, pas de frais de gestion et un risque assumé en capital par Finance Immo Partners. Peux-tu nous en dire plus sur cette notion de risque? Parce que quand on investit, c'est un facteur évidemment qui compte dans le choix de l'investissement. Bien sûr, bien sûr. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment fait-on? Eh bien, pour la gestion du risque des liquidités, la première solution, elle passe par 30% d'investisseurs à long terme, avec des obligations convertibles. On a aussi de l'institutionnel. Donc ça nous permet de couvrir la gestion du risque de liquidité. Deuxième solution, c'est la gestion du risque de la dépréciation de l'actif. C'est une question qu'on peut se poser dans des périodes troubles comme celle-ci, où on se pose la question de la valorisation de l'actif immobilier. Eh bien, la perception d'une quote-part de marge sur chaque opération qu'on a financée nous permet de couvrir ce risque-là. C'est les fameux fonds propres qu'on présentait juste avant. C'est les fameux fonds propres qui sont près de 2 millions là aujourd'hui. Qui sont constitués de ces quote-parts de marge. Tout à fait. Alors, il est important aussi de parler un petit peu du marché. Alors, on ne va pas parler du marché immobilier en général, on va plutôt parler du marché de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nos opérateurs. Vous avez fait les choix de BPE d'un point de vue des investissements. C'est ça. Et qui va vous singulariser sûrement. C'est ça. Les opérations que nous finançons, alors vous allez voir les opérations d'achat-revente, avec ou sans travaux, bien entendu, des opérations d'aménagement de terrain à bâtir. On peut aussi trouver évidemment des opérations de promotion immobilière. Pour ce qui est des opérations d'achat-revente avec ou sans rénovation, c'est à peu près 80% de nos activités. Alors, évidemment, le contexte fait que nous avons constaté un retard de remboursement. Et ça, c'est lié à la difficulté pour les acquéreurs de trouver des prêts, l'augmentation des taux d'intérêt, la réduction des budgets d'acquisition, etc. Le point positif, par contre, c'est que les choses redémarrent. Je pense que ça vous est pas passé inaperçu. C'est-à-dire qu'on a des taux d'intérêt qui baissent. Ils baissent d'à peu près presque 0,10 par mois depuis maintenant 3-4 mois, ce qui donne de nouveau de l'air dans la capacité des acquéreurs. Et les opérations nouvelles, c'est ça qui est intéressant pour les opérateurs, ils se positionnent à des prix plus agressifs. Il y a un peu moins de concurrence.
et les produits en fait qui arrivent sont de nouveau des bonnes affaires. Donc ça, c'est un point très positif. Et puis le sens du marché tend vers, on va dire, des principes de rénovation un peu plus lourdes, notamment des opérations de réhabilitation par exemple. Et là, on ne va pas sur le financement des travaux, on reste sur le financement de l'actif toujours. Ça, ce sont les ressources de l'opérateur qui financeront ces travaux, ressources qu'ils peuvent trouver notamment parfois c'est l'acquéreur qui les finance, bien entendu. Et ça, c'est des durées un petit peu plus longues, 18, 24 mois. Pour les opérations d'aménagement et de terrain à bâtir, ça représente environ 10% de notre activité. Là aussi, les terrains, la sortie des terrains est un peu plus compliquée. On se retrouve avec les mêmes problématiques de marché, c'est-à-dire qu'on a, la suppression du prêt à taux zéro qui fait beaucoup de mal aux constructeurs de maisons individuelles. Mais si les constructeurs de maisons individuelles, évidemment, ne sont pas bien, forcément, les terrains ne sortent pas puisqu'on ne peut pas mettre les maisons dessus. Donc, c'est un peu plus long. En revanche, et ça c'est paradoxal, mais ça c'est une analyse marché qu'on a faite et qui est intéressante, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez la loi ZAN, peut-être ça vous dit quelque chose, c'est une loi qui prône une réduction de l'artificialisation des sols, ce qui veut dire qu'on va avoir une raréfaction du terrain. Et tout ce qui est rare devient cher. Donc, il y a possibilité, évidemment, très certainement, que les terrains en stock reprennent de la valeur, ce qui veut dire qu'il y a une sécurité à ce niveau-là qui est intéressante. Et en plus de ça, le rêve des Français reste toujours la maison individuelle, avoir sa propre maison, c'est quand même quelque chose d'important. Donc on n'est pas inquiet sur la valorisation des stocks de terrain. Enfin, vous avez les opérations de promotion immobilière qui représentent elles aussi à peu près 10%. La promotion immobilière, vous le savez, a été touchée de plein fouet par des problématiques de suppression de loi fiscale, par éventuellement des problématiques aussi de conditions de crédit, forcément, par les coûts de construction. Donc il y a un vrai ralentissement, des permis de construire aussi qui sont plus délivrés, beaucoup de problématiques à gérer. Par contre, le neuf, ça reste quand même quelque chose, c'est une valeur sûre pour les Français. Acheter du neuf, c'est quand même des garanties, c'est un tas de choses. Et les opérations de petite taille, elles continuent à sortir assez régulièrement et assez rapidement. Enfin, il faut parler de la durée des remboursements des opérations. Alors ça, c'est important. On a parlé de retard dans certaines opérations. Donc la durée des opérations remboursées en 2022, elle était en moyenne de 9 mois et 22 jours. Donc il est intéressant de comparer à 2023. 2023, la durée des opérations remboursées, en 2023, elle était en moyenne de 15 mois et 12 jours. Ce qui signifie qu'on a environ 6 mois supplémentaires, mais c'est une moyenne. Ça veut dire donc qu'il y a des opérations qui sont remboursées dans les temps et des opérations parfois qui ont un an de retard. Chaque opération a son délai. Oui. En moyenne, on est sur ces délais-là. En moyenne, on est sur ces délais-là. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'échéance cible. Puisque dans un contrat obligataire, quand un an avant, quand on finance un marchand de biens, un promoteur, et qu'on s'entend avec lui sur une durée de remboursement, on ne peut pas prévoir au jour près quel jour il va pouvoir, son notaire, parce que c'est par les notaires qu'on cale les garanties de remboursement, on ne peut pas savoir un an à l'avance quel jour le notaire va passer l'acte ou les actes. Donc c'est une échéance cible où il y a 2 ans, 3 ans en arrière, on était plutôt en avance sur ces dates-là. Et là, effectivement, comme on le voit, l'année dernière, on était plutôt en retard sur ces échéances cibles, sachant que souvent, nous-mêmes, on s'aperçoit qu'on focalise souvent sur certains dossiers en retard. Donc on a l'impression d'avoir beaucoup de dossiers en retard. Et quand on regarde les moyennes, on est sur une moyenne pondérée en fonction du montant du dossier qu'on a calculé de 15 mois, ce qui n'est pas énorme dans le private equity et encore moins dans le private equity immobilier. Et puis, dernière chose, l'immobilier, je pense que si à un moment donné, un investisseur se tourne vers l'immobilier, c'est qu'il a derrière la conscience que l'immobilier, c'est quelque chose qui est résilient. C'est-à-dire que ça passe les crises au fur et à mesure. Et c'est vrai que, alors on a mis cette courbe-là, elle est intéressante. Elle est très ancienne, évidemment, 1900 jusqu'à aujourd'hui. Mais on voit bien qu'il y a une tendance et il y a une progression. Et cette progression, elle est beaucoup moins assurée, par exemple, que le CAC 40. En ce moment, le CAC 40 ne se porte pas bien. Bon, peu importe. L'immobilier, lui, a toujours cette résilience face aux crises. Dire que les bitcoins. Oui, c'est ça. Et donc, voilà où on en est. Et je pense que ça reste, de toute façon, l'investissement, le support d'investissement encore le plus sécuritaire qui existe aujourd'hui. On a une idée maintenant bien plus précise que tout à l'heure de ce que fait Bayla Private Equity, du comment elle le fait. Alors Fabrice, il y a une question à laquelle tu ne vas pas échapper, c'est le pourquoi elle le fait. C'est quoi la mission finalement de Bayla Private Equity? Petit clin d'œil à Simon Sainec pour ceux qui connaissent le quoi, le comment et le pourquoi.
La mission, je dirais, elle est double, même si aujourd'hui on a 99% des personnes qui sont investisseurs et 2-3 opérateurs dans la salle. Au départ, moi je l'ai quand même fait d'une façon entrepreneuriale pour financer des entreprises spécialisées dans l'immobilier, mais financer des entreprises. Le point de départ, c'était ça. Et pour arriver à financer ces entreprises-là, forcément, il faut des investisseurs. Et donc forcément, j'ai voulu travailler sur un modèle qui garantit les investisseurs de pouvoir investir et continuer à investir dans ce modèle. Donc aujourd'hui, notre job, c'est de sécuriser au maximum les actifs d'opération qu'on finance pour que nos investisseurs continuent à être sécurisés, continuent à investir et qu'on puisse continuer à injecter des fonds dans l'économie immobilière d'une façon générale. Vous apportez des fonds et finalement vous offrir leur confiance dans la réalisation des opérations et de tout ce qui est prévu au départ des opérations. C'est ça. Et c'est pour ça que tu parles de confiance. Moi, ce qui me dérangeait dans le modèle financier traditionnel, historique, c'est qu'en fait, les investisseurs sont toujours la variable d'ajustement de décisions prises par des professionnels à qui on confie notre argent, quoi. Alors que là, on a inversé un petit peu le modèle, c'est-à-dire qu'on part du principe que c'est nous les sachants, puisque tous les jours, on est en contact avec les opérateurs, et on trouve normal que le bénéfice de l'investisseur soit fixe par rapport à une promesse qu'on leur a fait, et que la variabilité du risque soit plutôt chez nous. Voilà. Les choses sont bien claires, bien établies. Et ce qui est important à ce stade, puisqu'on a fait non pas le tour du sujet, mais disons de la compréhension de ce qu'est Bayla Private Equity, c'est aussi de faire parler, je le disais tout à l'heure, des parties prenantes de cet écosystème. Un grand merci à tous les deux pour déjà cette cartographie de l'ensemble des composantes de Bayla Private Equity. Et je vous propose en fait d'entamer la première des 2 tables rondes de cette soirée. Merci Fabrice. Je vais garder Stéphane.